Avant, l'hypnose c'était abstrait, en fait. C'était juste abstrait. Et maintenant, l'hypnose, c'est une surprise, à chaque fois. L'hypnose est particulièrement intéressante du point de vue des neurosciences. Actuellement, l'hypnose, c'est le phénomène de conscience qui est le plus étudié au niveau international. C'est un peu une gageure de trouver une définition unique, simple, et qui explique et qui décrit vraiment tout ce que peut être l'hypnose, parce qu'il y a beaucoup d'applications. On pourrait dire que c'est un peu un synonyme de possibilités supplémentaires. C'est dans un fonctionnement physiologique, naturel, qu'on ne comprend pas forcément, c'est juste surréaliste. Que les enfants sont 30% de leur temps en situation hypnotique et qu'on perd cette capacité avec l'âge adulte. Et que se le réapproprier, ça nous fait aller mieux, quoi. La plupart des soignants qui ont suivi la formation du DU nous ont parlé de ce changement avant-après. Nous ont parlé de l'hypnose un petit peu comme d'une rencontre, d'une révélation, d'un renouvellement de leur pratique. Certains ont même dit comme ça les avait prémunis contre le burn-out, tellement ça permettait de remettre du sens dans leur pratique qui commençait un petit peu à s'essouffler. On pourrait parler de quelque chose d'initiatique parce qu'il y a une transformation du soignant avant tout pour ensuite proposer, accompagner la transformation de l'autre. C'est Aristote qui le rappelait, on apprend les choses qu'en les faisant, vraiment. Et donc ils font, ils n'arrêtent pas de faire des exercices, ils osent. Et quand on arrive à être dans cette posture, ça permet de proposer à un patient d'oser, même s'il y a une douleur, même s'il y a une dépression, d'oser, de prendre le risque de vivre autrement, de déconstruire des schémas et de vivre autrement. Je pense que c'est l'exercice pendant 10 ans d'infirmière où tu te poses la question au bout de 10 ans ce que tu pourrais apporter de plus aux patients. Tu te rends compte que c'est pas dans le savoir médical pur que tu pourras leur donner le petit plus qui fait que ça se passera bien. Et l'hypnose, c'est un peu venu naturellement suite à des discussions avec des collègues et avec une amie en particulier. Et voilà, je suis un peu arrivée au DU sans attente particulière, en me disant que ça allait être le plus. Ce DU a été imaginé et créé en 2012 à l'initiative, pour autant que je sache, de Frédéric Moï, qui est médecin ici dans l'île, et d'Antoine Bioy. Le DU en fait d'hypnose médicale et clinique est arrivé non pas pour créer quelque chose sur l'île de la Réunion, mais est venu dans la continuité de quelque chose, puisque ça fait des années qu'une formation existait déjà en hypnose et puis également que des praticiens venaient de métropole avec une formation en hypnose. Ce qui fait que le DU est venu finalement à la fois élargir le public de soignants qui pouvaient venir pratiquer en hypnose, mais aussi est venu confirmer les pratiques de ceux qui exerçaient déjà, et puis on l'espère également d'unir un petit peu ces pratiques autour d'un diplôme universitaire. Une des idées maîtresses dans ce DU, c'est de proposer beaucoup d'exercices, beaucoup de pratiques dès le début, pour éviter justement de retomber dans un DU, dans une formation trop théorique, parce qu'il est important pour apprendre l'hypnose de pratiquer très vite, très tôt, et donc dès le début, c'est l'option qui a été choisie dans ce DU. Ce qui permet de rapprocher ces deux mains, de bien et de diminuer cette émotion, cette sensation. J'ai découvert l'hypnose il y a peut-être 17 ou 18 ans et ça a révolutionné, changé vraiment ma pratique clinique. Je travaillais déjà en centre antidouleur et c'est vrai que lorsque j'ai commencé à mettre en place l'hypnose, j'ai pu constater rapidement les effets à la fois sur des douleurs aiguës, sur des douleurs chroniques, toujours en complémentarité avec les pratiques de soins habituelles ou les médicaments. On était 3 collègues anesthésistes à avoir fait cette formation en 2014. Et tous 3 avions des motivations un peu différentes, mais on était assez dubitatifs. Et c'est ça qui nous a particulièrement marqué, c'est que
au fur et à mesure de la formation, on a non seulement découvert, puis adhéré, puis complètement embrassé cette formation et la pratique de l'hypnose, quasiment quotidiennement. Ouais. Ce qui est intéressant dans ce DU, c'est que finalement, on est tous entre professionnels de la santé et assez cartésiens. Je me dis que s'il y a des réanimateurs, des anesthésistes, c'est qu'ils ont besoin quand même de preuves et d'efficacité. En démarrant la formation, j'avais peur que ça fasse gourou en fait. Et ça n'a pas du tout été le cas. La première semaine de formation, c'était avec un anesthésiste, avec Arnaud, qui a été hyper pragmatique. Et puis j'ai envie de dire les compagnons avec qui j'ai fait la formation, les 25. Voilà, des gens qui venaient de plein d'univers, qui venaient à l'hypnose pour plein de raisons différentes. Et en fait, qui étaient juste en recherche d'autre chose aussi. T'amuser, plus, peut-être prendre de la hauteur pour voir tous ces moments plus intensément. Grâce à cela, imprimer ces moments pour se souvenir, comme une bonne chanson qu'on réécoute encore et encore. Moi, mon métier de sage-femme, en fait, il y a plusieurs facettes et ce que je préfère, c'est faire des accouchements. J'aime bien faire les accouchements sans péridurale, en fait. Parce que là, effectivement, on ne sait pas comment ça va se passer, parce qu'à tout moment, la patiente en face peut, avec la douleur, partir un peu dans tous les sens. Et il y a vraiment quelque chose à gérer à ce moment-là, différent de la technique vraiment. Et l'hypnose est un moyen de pouvoir aider ces patientes-là plus spécifiquement. C'est vraiment pour ça au départ que j'y ai vu mon intérêt vraiment dans cette orientation-là. Après j'ai découvert qu'il y avait beaucoup d'autres choses à faire, hein, mais voilà. Alors au départ, pour être honnête, je voulais voir un peu comment faisait Mesmer. Là. Vous savez, le monsieur qu'on voit à la télé et qui endort tout le monde et que l'actualité a dit qu'il a même fallu intervenir les urgences parce qu'il y a un monsieur qui a été totalement hypnotisé après un de ses spectacles via la télévision et qu'il était dans un autre monde irréveillable. C'était dans la presse il y a quelques jours. Et je me disais, mais comment il fait? Mais je ne suis pas sûr d'avoir une réponse par le biais de cette formation d'hypnose, tout simplement parce que cette formation, c'est de l'hypnose médicale. La particularité de l'hypnose, c'est qu'elle véhicule beaucoup de croyances, beaucoup de représentations. Et c'est vrai que notamment le spectacle amène finalement le patient à penser que pour qu'il puisse se réinscrire dans sa vie, reprendre un axe dans son existence, il va falloir que l'on prenne possession de lui. Les vieilles images de l'hypnose où il y a le fascinateur. Et donc c'est vrai qu'il y a cette croyance du côté des patients qui perdure encore, qu'il y a une forme de prise de possession. En hypnose, un patient, une personne qui va rentrer dans l'état hypnotique ne perd pas le contrôle. Il y a un lâcher-prise qui va être abordé, proposé, chacun à son rythme, mais il n'y a pas de perte de contrôle, par exemple, pendant l'état hypnotique. Le gros défaut qu'on a, nous, en début de formation, c'est d'essayer de prendre le pouvoir. De dire, allez, pensez à ça, allez là où je voudrais vous emmener. Ce n'est pas le thérapeute qui fait la séance, c'est le patient. C'est le patient qui choisit la séance qu'il veut, qui va aller où il veut, le moment, pendant le temps qu'il voudra. Le thérapeute, l'hypnothérapeute, n'étant là que pour lui donner quelques guides, pour l'acheminer où le patient veut aller. En fait, l'hypnose, je l'essaye parce que la personne qui m'accompagne me l'a proposé. Je me dis, l'hypnose, c'est organisé. Et j'ai peur de ne pas rentrer dedans. C'est-à-dire que j'ai peur d'être dans le contrôle et de ne pas me laisser emmener dans ce qui va se passer, donc de trop contrôler la situation.
J'arrive pas vraiment à saisir ce que c'est que l'hypnose, c'est-à-dire que pour moi, c'est une espèce d'état où on est un peu endormi, mais j'arrive pas à comprendre si on dort vraiment ou si on est à quel niveau de conscience on est. Donc du coup, j'ai envie d'essayer aussi pour ça, c'est de comprendre où est-ce qu'on est quand on est en séance. Est-ce qu'on dort ? Je veux dire que l'hypnose médicale, c'est pas de la magie. C'est essentiellement un état relationnel entre deux êtres humains. Et c'est donc un état de veille, à l'opposé d'un état de sommeil paradoxal, un état de veille paradoxal. En fait, l'état de transe, c'est un état naturel. Et d'ailleurs, les bébés, les nourrissons, ils sont en transe la plupart du temps. Ils sont dans un état de transe quasi permanent et en fait, on va désapprendre à entrer en transe plutôt. En grandissant avec notre culture, en particulier occidentale, qui met vraiment l'accent sur l'utilisation du mental au niveau des fonctions cognitives. Et assez vite, on va dire aux enfants, redescends sur terre, reviens ici, arrête de rêver, etc. Alors qu'en fait, ils sont dans un état de transe. Donc parfois, il faut réapprendre à se laisser aller en transe, mais à la base, c'est une fonction naturelle que nous avons tous. Bonjour Marie. Bonjour. Ça va ? Oui. Entre. Voilà, et tu peux fermer les yeux, peut-être assise, peut-être allongée ou debout. Tout est bien. De laisser aussi ton odorat sentir les odeurs éventuellement. Peut-être l'odeur presque imperceptible de l'eau. D'autres odeurs de nature dans cet endroit. Dans ce lieu intérieur et extérieur à la fois, qui est un lieu sécure. J'avais peur de ne pas rentrer en hypnose. Donc, du coup, ça s'est bien passé. J'ai pas vraiment même vu l'entrée en hypnose parce j'étais assise et elle m'a demandé à un moment donné de me mettre à l'aise et de me coucher si je voulais. Et en fait, je me suis juste appuyée sur un coussin et voilà. Je n'ai pas vraiment vu que je rentrais en hypnose dans l'histoire. Donc c'était assez surprenant. Voilà, je trouve que ça s'est fait de façon simple. Tout simplement. Enfin, voilà, simple. Bizarrement, je pensais que ça me servirait pour moi-même. C'est-à-dire que la séance, les bienfaits de cette séance me serviraient pour moi-même. Et je pense que, au-delà de pour moi-même, ça va me servir à changer ou à être plus attentive dans la relation avec mes enfants. Et ça, c'est surprenant. Donc un premier cas clinique, ça a été la prise en charge d'un ami qui, à l'occasion d'un accident de voiture, s'est cassé les 2 avant-bras avec un trauma thoracique. Et donc ça a été assez bien parce que, outre une douleur énorme, une anxiété, finalement on s'est retrouvés où je lui ai proposé en lui disant je suis en cours de formation d'hypnose et si tu veux bien, on n'a qu'à se lancer, on n'a qu'à faire ça ensemble. Et autant pour lui que pour moi, et je sais que lui maintenant il continue à faire de l'hypnose, il a fait de l'auto-hypnose. Et voilà, il y a eu 3 séances successives avec lui. Une première lors de la prise en charge, lors de l'anesthésie des bras, et puis après il y a une deuxième prise en charge la nuit même sur des renforts analgésie parce qu'il fallait lui faire des radios. Et donc pour mobiliser des bras qui étaient complètement immobilisables, on a eu des résultats absolument stupéfiants. Et puis 2 jours après, pour aller lui faire une prise de sang alors qu'il était plus capable de supporter la moindre prise de sang et le moindre contact. Voilà, il s'est même interrogé alors que j'avais fini les prélèvements de quand est-ce que j'allais piquer. Donc le vrai patient zéro pour moi, c'est lui. L'hypnose va permettre à quelqu'un de percevoir et de ressentir ce qui est imaginé dans l'état hypnotique
comme la réalité. Et ça, il y a une application très importante dans le domaine de l'analgésie ou de l'anesthésie. Si quelqu'un en état d'hypnose commence à moduler une douleur, à percevoir que la zone douloureuse diminue, à changer la couleur de la perception de sa douleur ou déplace la douleur, ça va être traité par le cerveau comme si c'était la réalité. Et il y a des effets d'analgésie. Le processus hypnotique, vraiment le sens au démarrage de la séance, c'est d'amener à quelqu'un à se défocaliser, amener quelqu'un à se remettre dans le mouvement, à sortir de l'immobilisation, de la construction mentale. J'ai mal, je vais avoir mal tout le temps, je m'en sortirai pas, je suis stressée, je serai tout le temps stressée. Le patient arrive focalisé sur sa problématique. Les inductions sont là pour remettre en mouvement et ouvrir petit à petit ce processus hypnotique. Quand le processus hypnotique est ouvert, le patient peut ressentir qu'il est là, en train de discuter, et en même temps ailleurs, complètement en train de vagabonder, dans un paysage agréable ou dans un lieu où il se sent bien. C'est là où il va y avoir des suggestions thérapeutiques, où on va proposer par exemple une suggestion d'analgésie ou une suggestion par rapport au stress. Parce que le patient a ouvert ses perceptions, on va proposer d'autres voies de changement ou d'autres voies d'équilibre au patient. Et il s'en saisit, à ce moment-là, il peut l'explorer. Un patient qui avait une colique néphrétique, qui le matin même avait été déjà aux urgences, qui avait déjà nécessité une ambulance pour des soins à l'hôpital avec des antalgies et qui rappelle le soir le 15 parce qu'il avait toujours atrocement mal. Je lui ai donc fait une espèce d'induction, voilà, et puis je lui ai fait déplacer cette douleur de colique néphrétique. Je lui ai expliqué d'essayer de la déplacer petit à petit vers le haut de son corps, le haut de son bras gauche. Et puis, tout doucement, l'emmener vers cette main. Et puis, bien la sentir et, comme une flamme et la rendre agréable. Et puis, pourquoi pas l'idée de souffler dessus pour la rendre agréable, plus fraîche. Presque pourquoi pas pour l'éteindre. Éteindre ce feu intérieur qui représentait, ni plus ni moins, au départ, cette douleur de colique néphrétique. Voilà, l'idée c'est de déplacer et de mobiliser, de transformer la douleur d'un autre moyen au niveau de la main. Et ce qui est très intéressant, je l'ai rappelé le lendemain, il n'en revenait pas. Il me disait, mais écoutez, je n'ai absolument plus mal, il était hospitalisé en urologie à l'hôpital, je n'ai absolument plus mal. Dès que ça recommence, écoutez, je fais votre méthode, docteur, et puis ça part. Je vais vous proposer, comme c'est l'hiver, d'enfiler comme on enfile des collants ou comme on remonte une couverture. D'enfiler des collants ou remonter une couverture ou un autre vêtement de votre choix. On m'a dit, ça ressemble à une secte la façon dont tu parles, c'est bizarre, les gens ne sont pas habitués en fait. La période où tout le monde dit « Ah mais toi tu fais quoi? C'est quoi ton truc ?» Donc ça c'est un petit peu agaçant au départ. C'est quoi ton truc? Comme si, on sait pas trop, je faisais de la magie, truc. Mais c'est quoi l'hypnose? Tu fais quoi? Et maintenant en fait je réponds, je fais de l'hypnose tout le temps. Donc il y a des gens qui me regardent plus vraiment dans les yeux, ils ont peur. C'est ça vraiment je pense la plus grande difficulté, c'est que les gens ne sont pas habitués. Et c'est de bouleverser ça bouleverse leur pratique aussi, que moi j'ai changé ma pratique. C'est assez bluffant de se dire que c'est un état nouveau dans lequel tu vas mettre le patient grâce à tes mots. Un état que lui il a, mais que tu vas toi mettre en mouvement. Et c'est tes mots qui vont mettre ça en mouvement. Et c'est assez dingue. Le rythme, le son de ta voix, les mots que tu vas emprunter, le fait d'utiliser que des mots positifs, d'éviter les négations, tout ça mis bout à bout, mais voilà, met le patient comme dans une bulle. Lorsque quelqu'un rentre dans l'état hypnotique pour moduler une douleur, pour moduler un stress, on voit bien que déjà la relation soignant-soigné, elle change. Il y a comme une bulle qui se crée autour de la personne. Il y a quelque chose qui se met en place et qui permet vraiment une attention particulière à la relation entre le praticien et le soignant.
Quand on va faire de la thérapie, on va utiliser la relation hypnotique, c'est-à-dire que en tant que thérapeute, nous entrons dans la bulle hypnotique de l'autre. Il ne s'agit pas de mettre l'autre en état d'hypnose et de rester à l'extérieur. Il s'agit d'accompagner l'autre dans son état d'hypnose. Et donc on se retrouve dans une transe à deux. C'est un petit peu comme une danse, on est tous les deux à l'intérieur. Et c'est pour ça qu'on est bien meilleur thérapeute quand on entre dans la bulle hypnotique de l'autre que quand on reste à l'extérieur. Et que c'est là que je vais avoir justement l'image qui aide, justement le mot juste, c'est bien parce que je suis en transe avec l'autre. Souvent en hypnose, les choses qu'on dit, on est soi-même un peu en transe quand on fait une séance d'hypnose. Et en regardant les vidéos que j'ai faites, des fois, quand je les regarde et je ne suis plus en état de transe hypnotique, je dis mais qu'est-ce que j'ai dit ? Les phrases, ni queue ni tête. Mais dans la séance, ça fonctionne et c'est leur but principal. Peut-être l'évolution justement la plus importante dans ce type de formation, c'est d'amener les participants à lâcher le jugement, à lâcher l'intellect, à lâcher la raison quand on est dans le travail hypnotique. Évidemment, en tant que professionnel de la santé, il va y avoir une analyse qui permet un diagnostic, qui permet d'accompagner de façon rationnelle le patient. Quand on accompagne en communication hypnotique, en hypnose conversationnelle ou en hypnose formelle, c'est important pour le praticien de lâcher la raison et le jugement. Cette pression qui est lâchée à ce moment-là, le patient va pouvoir à son tour lâcher le jugement, va pouvoir à son tour finalement lâcher toute cette construction dans laquelle il a pu s'enfermer et tout ce qui va rajouter de la pression dans sa vie. Si un patient m'amène son problème sous la forme d'une métaphore, par exemple, je me sens comme si j'étais dans une boîte enfermée, à ce moment-là, avant, ma posture psychanalytique m'aurait poussé à interpréter ça. C'est-à-dire, pourquoi une boîte, qu'est-ce que ça symbolise pour lui, etc. Et là, avec la posture hypnotique, c'est autre chose, c'est-à-dire que je n'ai pas à savoir pourquoi cette boîte est comme elle est. Je n'ai pas non plus à interpréter ce que c'est que cette boîte, je vais plutôt l'accueillir et on va aller regarder ensemble de plus près cette boîte. Elle est comment ? Qu'est-ce qui pourrait être transformé dans ce vécu-là ? Qu'est-ce qui n'a pas à être transformé là tout de suite ? Et donc on est vraiment dans quelque chose de juste se laisser dérouler le processus. Souvent, quand on a des relations humaines, c'est par le discours, par l'échange verbal. Donc voilà, on essaye d'être le plus empathique avec la personne qui va vous confier ses petits secrets, etc. Et bien ça, c'est intéressant en hypnose, parce que cette relation humaine, finalement, la personne n'a pas besoin de vous confier ses petits secrets. Puisque finalement, vous la laissez vivre ou revivre un événement ou un bon souvenir, vous n'avez pas besoin de savoir ce que c'est que ce bon souvenir. Donc on peut rendre intéressant des échanges avec des rapports humains très profonds sans perte du jardin secret du patient. Lorsque l'on parle de formation en hypnose, et en particulier dans le DU, il y a toujours quelque chose qui est très intéressant quand on est du côté des encadrants, c'est de voir en fait les personnes évoluer. C'est-à-dire que lorsque l'on fait de l'hypnose, on s'ouvre bien sûr à une méthode, à une technique en tant que telle, mais c'est quelque chose qui mobilise. Et donc on voit en fait que l'hypnose commence à façonner autrement non seulement la pratique des stagiaires, mais aussi ce qu'ils sont. En particulier, ils vont commencer à travailler leur notion de présence. Ils vont apprendre à être plus présents à soi et aux autres. Et le challenge pour moi, c'est de les amener à la fin de la formation à s'apaiser, à rentrer dans une posture où eux, ils sont dans une présence plus confortable, plus apaisée, pour rentrer en contact avec le patient. Ma posture a changé, je vais prendre le temps d'aller chercher un tabouret pour m'asseoir à côté du lit, pour être à la hauteur du patient. Est-ce que mon attitude a changé par rapport à mes collègues ? J'ai envie de dire, j'écoute plus ce qu'ils me disent pas. Ouais, j'écoute ce qu'ils me disent pas en fait, c'est-à-dire que la communication non verbale, on arrive plus à observer, je trouve, enfin j'ai l'impression, ouais, d'observer plus ce que les gens disent quand ils ne disent rien. Ça m'a permis d'avoir une relation plus vraie, plus authentique avec le patient. Quelque chose de... Une relation sans attente et sur un pied d'égalité, où on est tous les deux... on a tous les deux des choses à donner, on est en interaction.
mais c'est authentique, c'est vrai ce qu'on vit. Dans cette histoire de mode relationnel, il y a une grosse remise en question. Parce que en tant que soignant, on a l'habitude d'être un peu mis sur un piédestal, entre guillemets. Mais enfin, il y en a qui s'y croient vraiment sur le piédestal et en fait, on va le quitter, quoi, le piédestal. C'est le patient qu'on va mettre dessus. Donc ça nécessite des ajustements quand même. Pour pratiquer l'hypnose, il faut effectivement avoir une relation vraiment humaine aux soins et à l'autre. Mais beaucoup de soignants ont déjà une relation très humaine avec leurs patients, etc. L'hypnose amène encore quelque chose en plus parce que souvent c'est entre le soignant et lui-même qu'il y a quelque chose peut-être qui est à transformer. C'est vrai que l'on pourrait voir finalement un parcours comme celui de ce diplôme universitaire comme une forme de parcours initiatique au sens où il y a un certain nombre d'étapes, il y a un certain nombre on va le dire, d'épreuves à franchir, parce que parfois c'est pas toujours simple de pouvoir se mettre dans un exercice autour des émotions, d'envisager la façon dont une situation complexe peut se transformer. Ça mobilise énormément de choses. C'est ça qui est hyper intéressant, c'est que c'est pas juste dans ta pratique que ça va changer des choses, c'est dans ta façon d'être à l'autre, quoi. Et ça, au début de la formation, tu piges pas trop, quoi. Tu te dis pas, je vais faire une formation qui va permettre de mieux communiquer, tout ça. Tu vois juste le côté hypnose formelle. Puis au fur et à mesure, tu te rends compte que ta relation au patient, elle est totalement modifiée, même quand tu fais pas de séance d'hypnose formelle. Et donc là, tu te dis, il y a quelque chose qui a changé. Et en fait, c'est ma façon de communiquer et c'est moi. Dans ma pratique quotidienne, l'hypnose a été bien évidemment dans un premier temps de la pratiquer au bloc opératoire dans le cadre de mon activité, autant pour gérer de l'anxiété que de la douleur. Et puis là où ça a vraiment dépassé les attentes, c'est que j'en ai créé une consultation hebdomadaire et que là ça a été le point de départ d'une exploration constante et puis de découverte constante. Donc on est même au début encore, je pense, de ce que ça nous a permis de découvrir. Je trouve vraiment que l'hypnose et la recherche dans ce domaine et les échanges dans ce domaine, ça entretient cette posture humble que nous avons à apprivoiser de mieux en mieux en tant que soignants et en tant qu'humains aussi, sûrement. Parce qu'il y a cette volonté de savoir, de maîtriser, de contrôler, elle est à l'inverse de ce qui nous est possible. Ce qui me passionne dans l'hypnose, c'est l'extrême liberté qu'elle propose pour le patient. C'est-à-dire que moi, c'est une pratique à laquelle j'ai accroché parce que c'est une pratique qui échappe à tout dogme. On ne peut pas faire école avec l'hypnose parce que ça échappe. Il faut toujours penser, il faut toujours réfléchir à cette pratique, l'expérimenter. Mais c'est une pratique qui permet justement, comme dans ce DU ou dans d'autres formations, de rassembler dans une même pièce des personnes qui sont de professions différentes, des médecins, des infirmiers, des psychologues, tous les professionnels de la santé avec des orientations différentes. Et autour de cette pratique un peu étonnante, non seulement on apprend ensemble une nouvelle pratique, mais on crée de la cohésion en fait, de groupes et des équipes et des unités. C'est ça que je trouve fascinant. Et en même temps, j'ai trouvé que c'était une pratique essentielle pour les patients parce que ça amène une autonomie. On peut transmettre la pratique de l'hypnose, apprendre aux patients à faire de l'auto-hypnose pour revenir dans cet état-là. Ce qu'il y a de plus séduisant dans l'hypnose, finalement, c'est qu'il y a besoin de rien, en fait. Il y a juste besoin de la présence de deux personnes. On n'a pas besoin de médicaments, on n'a pas besoin d'équipements, d'installations, de techniques particulières. On a juste besoin d'avoir deux personnes en présence. Et je pense que c'est ça qui a été décisif dans mon choix. À l'époque où je cherchais en tant qu'anesthésiste un complément à ma pratique, les autres options que j'avais envisagées nécessitaient les unes comme les autres un minimum de quelque chose d'autre. Et dans l'hypnose, il y a juste besoin de la présence et de l'interaction des deux personnes. Et je pense que c'est vraiment ça qui me motive le plus finalement, et qui est le plus intéressant, et le plus intéressant aussi à partager.
Voilà, un aperçu de ce que l'hypnose a éveillé en nous, que nous avons partagé et aussi comment l'hypnose nous a réunis dans cette aventure.